Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains aspects de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. Nous le ferons probablement avec Jean-Louis Bourlange, mais il est quelque part coincé dans une ville où, semble-t-il, il y a des travaux qui rendent la circulation difficile. Peut-être nous rejoindra-t-il en route, nous l'espérons. Et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Alors, je vous rappelle, puisque cette émission est la dernière de l'année scolaire, je vous rappelle que vous pouvez visiter notre site, que visitant notre site, vous pouvez aller à la rubrique « Soutenez-nous » et vous pouvez, grâce à cette rubrique, décider de nous soutenir sous la forme d'un prélèvement défiscalisé. Si vous nous assurez un don, un prélèvement mensuel de 30 €, il ne vous en coûtera que 10. Et évidemment, ceci nous permet d'être à la fois indépendants et de durer. Je vous annonce donc qu'après cette émission, qui est la dernière émission de commentaires de l'actualité de l'année, nous diffuserons chaque semaine à partir de dimanche prochain, le 7 juillet et jusqu'au 1er septembre, une série d'émissions thématiques, comme nous le faisons chaque année, avec le soutien de la compagnie d'assurance MMA. Ces émissions porteront sur divers pays, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne vue de France et la France vue d'Allemagne, mais aussi sur ce qui se joue au Sahel. Nous nous intéresserons également à la politique commerciale de l'Union européenne et nous aborderons des sujets de société comme les déserts médicaux, les rapports des jeunes avec l'information, l'État vu d'en bas avec le délégué du Défenseur des droits pour le 19e arrondissement de Paris et la question du patrimoine. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui a pour titre « Quel écolo êtes-vous » Comment, se demande Vincent Martini, sommes-nous passés de l'indifférence des années 60 au catastrophisme d'aujourd'hui? Quelle sorte de ménage peuvent faire écologie et démocratie, s'interroge Sylvain Sipel. Transition écologique, est-ce que j'ai une gueule de transition écologique apostrophe Julien Bisson, tandis qu'un cartésien abjure publiquement celui qui voulait l'homme maître et possesseur de la nature, nature qui est le sujet du très récent numéro de la revue trimestrielle du 1, Zadig. Nous sommes écoutés dans 168 pays, nous avons 5 auditeurs en Tanzanie, 643 à Hong Kong, 425 aux Pays-Bas, 148 en Norvège, 937 en Italie et 1 aux îles Fidji. Nous sommes soutenus par nos souscripteurs, je l'ai dit tout à l'heure, et nous allons maintenant remercier quelques-uns d'entre eux. Pour ma part, je remercie Chantal Potard, Adrien Poisson, Digne-Édouard Mont, Martine Dorabaudy et Jacques Descombes. François Bujon de l'Étang. Et pour ma part, je remercie Alain Gernet, Sébastien Chornet, Jean-Pierre Balag, Richard Coffre et André Dittem. Nicolas Bavrez. Au nom de l'équipe du Nouvel Esprit Public, je remercie Christian Vergier, François Deleforge, Alexandre Bantz, Amand Marnix et Martine Matisse. Lucille Schmitt. Et quant à moi, je remercie Patrick Poncet, Antoine Corcel, Anne-Marie Mathieu, Karen Mercier et Brigitte Aufray. Et alors moi, au nom de Jean-Louis Bourlange, qui n'est toujours pas arrivé, je remercie Emmanuel Jorémy, Luc Léonard, Sven Sommerlath, Guillaume Grindler et Jérôme Combe. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont l'État, dont le gouvernement semble avoir décidé de cajoler les territoires. Lundi dernier, la Cour des comptes a publié son rapport annuel sur les finances locales. Elle enregistre un excédent de 2,3 milliards d'euros pour les administrations publiques territoriales en 2018. Ces chiffres s'expliquent. L'État n'a pas diminué ses dotations en 2018, contrairement aux 3 années précédentes. Ses transferts de fonds aux collectivités ont augmenté d'1,8 milliard d'euros. Les administrations centrales ont réduit leur production de normes, production qui entraîne des coûts importants pour les communes, les départements et les régions. Et la règle, édictée par Édouard Philippe en juillet 2017, la règle de 2 normes supprimées pour une norme nouvelle,
a fonctionné. Le coût des injonctions réglementaires nationales est passé de 1 milliard d'euros en 2017 à 400 millions en 2018. Le 13 juin, lors de son discours de politique générale devant le Sénat, Édouard Philippe a joué la carte girondine en promettant une nouvelle loi de décentralisation d'ici 2020. Avant cela, un projet de loi engagement et proximité, censé résoudre la crise des vocations municipales et simplifier la vie des édiles, devrait être adopté. Vendredi 14 juin, lors du congrès de l'association Ville-de-France à Albi, le Premier ministre s'est livré à une opération de séduction pour se doter d'un maillage local. Il a nourri son discours de la notion de confiance et a appelé les maires à dépasser des étiquettes politiques bien vieillies. La réforme de la fiscalité locale attendue par les collectivités territoriales a été présentée le 18 juin par les ministres de la cohésion des territoires et des comptes publics. Les maires recevront l'intégralité de la taxe foncière des départements et Bercy promet aux édiles la révision des bases locatives qu'ils demandent depuis des décennies. Engagée à faire baisser la pression fiscale sur les ménages, la majorité avait, dès son arrivée au pouvoir, décidé la suppression de la taxe d'habitation, dans un premier temps pour les ménages modestes, ce qui avait provoqué de vives réactions parmi les maires de France. Pour compenser le manque à gagner des communes, l'exécutif a choisi l'attribution au bloc communal, communes et intercommunalités, de l'intégralité de l'autre impôt local, la taxe sur le foncier bâti, payée, elle, par les propriétaires. Les départements vont donc perdre la part de cette taxe foncière qui leur revenait. En contrepartie, les conseils départementaux recevront une fraction de la TVA. L'État en soutien local, c'est également ce qu'avait déjà commencé à faire le gouvernement avec l'opération Cœur de Ville, un programme de réhabilitation des centres de 222 villes moyennes lancé il y a un an avant la crise des Gilets jaunes. Sur cette question, Nicolas Bavrez. La question des collectivités territoriales fait partie des problèmes récurrents de l'État. On a d'abord la difficulté de ce qu'on appelle le millefeuille administratif, c'est-à-dire une accumulation de niveaux de décision avec des compétences qui sont mélangées et des financements qui sont peu clairs. Et tout ceci a débouché depuis des décennies sur une double dérive, la dérive des dépenses et puis la dérive des effectifs qui continuent à augmenter d'à peu près 40 000 personnes par an. Alors cette question traditionnelle est aujourd'hui revue à la lumière de deux phénomènes. D'abord, la crise du quinquennat d'Emmanuel Macron et un acte 1 autoritaire, centralisé et technocratique qui a débouché sur la crise des Gilets jaunes. Et on a vu dans cette crise apparaître très nettement le deuxième aspect nouveau, qui est la fracture territoriale, qui était déjà très présente dans les cartes de l'élection présidentielle et qui a été soulignée par la crise des Gilets jaunes. Donc, quand on regarde le territoire français, quand on part de la frontière de l'Est, ensuite on passe par le centre, le Massif central, et on dessine un espèce de S où on a des territoires qui sont aujourd'hui à la fois avec une économie qui est déclinante et d'énormes problèmes sociaux. Donc, c'est cette dynamique de polarisation qui renouvelle donc la question sur les collectivités locales. Alors, à partir de là, que se passe-t-il aujourd'hui ? C'est vrai qu'on voit, d'un point de vue économique et financier, une certaine stabilisation de ce système local. On l'a dit, les recettes ont été plutôt en hausse, la dette augmente un peu, mais parce que les collectivités ont décidé d'investir. Donc, on a une sorte de rééquilibrage de ce système, même si les dépenses continuent à augmenter. Il semble aussi qu'il y ait un certain rééquilibrage avec un frein à l'augmentation des effectifs. Et enfin, politiquement, le président de la République, qui s'est beaucoup appuyé sur les maires lors du grand débat, essaye de renouer un contact à la fois avec les maires et avec cette partie du territoire et de la société française qui est aujourd'hui en crise. Alors, néanmoins, il reste des incertitudes très importantes. La première, c'est que le système de l'organisation et de la répartition des compétences demeure non réglé, que les doubles compétences entre l'État et certaines collectivités territoriales, tout ceci continue, que ce soit en matière de développement économique, de transport, de logement ou de transition écologique.
Donc, un problème sur les compétences, un problème sur les financements avec le péché originel de ce quinquennat qui est la suppression de la taxe d'habitation, dont le principe même est très contestable puisque ça coupe les Français de la dépense locale. Il n'y a aucune raison que les Français, et quand on explique que c'est parce que l'administration était incapable de réviser les bases locales, c'est stupéfiant. À l'âge de Google Maps, ne pas savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme logement sur le territoire français et savoir s'il y a une piscine ou pas à côté de la maison. Enfin, tout ceci était risible. Donc, un problème majeur, il y a 17 milliards à trouver, en plus de la vingtaine de milliards qui ont été mobilisés pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Et donc, finalement, tout ceci pose la question d'un nouveau pacte à nouer entre l'État et les collectivités. Il faudrait, c'est pas seulement un acte, un Xème acte de décentralisation, mais il faut absolument arriver à avoir aujourd'hui une clarification. Qu'est-ce que fait l'État? Qu'est-ce que font les différentes collectivités locales? Quels sont les financements qui sont affectés aux uns et aux autres, et comment est-ce qu'on arrive à instituer un système de règles d'or pour stabiliser ce système. C'est ce qu'avaient fait les Allemands. On l'oublie trop souvent, mais dans l'agenda 2010 de Gerhard Schröder, il y a eu un nouveau pacte entre l'État et les Länder en Allemagne qui a été extrêmement utile pour la stabilisation et la restauration de l'équilibre des finances publiques en Allemagne. Lucile Schmitt. Oui, moi, ce qui me frappe dans la situation que vient de décrire Nicolas, c'est la capacité d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement à faire des virages à 180 degrés tout en disant que, d'une certaine manière, ils ne renient aucune de leurs orientations précédentes. C'est-à-dire que dans la première partie, dans l'an 1 d'Emmanuel Macron, on nous a expliqué qu'au fond, il fallait compter sur un homme providentiel, sur un gouvernement qui réformait, et on a laissé de côté complètement la question des maires, notamment, et des collectivités locales. Effectivement, comme l'a dit Nicolas, le mouvement des Gilets jaunes a conduit à cette inversion de tendance, et maintenant, c'est d'une certaine manière décentralisation toute. On nous promet d'abord un projet de loi sur le statut de l'élu, qui est, on s'en rappelle, un serpent de mer, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous êtes maire, notamment d'une petite commune, vous n'avez aucune garantie de pouvoir retrouver un travail lorsque vous n'êtes plus maire, vous n'êtes pas indemnisé, etc. Donc, dès juillet, Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités locales, va s'atteler, va proposer un texte sur cette question du statut de l'élu. C'est d'ailleurs tant mieux, c'est-à-dire que si c'est un texte intéressant, ça remplira un vide qui n'a pas été comblé depuis des décennies. C'est Jacqueline Gourault qui nous promet des consultations justement dès l'été pour un projet de loi, cette fois-ci après les municipales, sur cet acte 2 de la décentralisation. Et c'est Édouard Philippe qui décide d'aller au Sénat, au fond défendre sa politique en déclaration de politique générale, alors qu'il n'avait aucune obligation de le faire devant le Sénat, en quêtant l'approbation de ceux qui représentent les collectivités locales. Et qui promet, comme l'a dit Nicolas, des compétences en matière de transport, de transition et de logement, de transition écologique et de logement. Alors, je tiens à dire que lorsqu'on promet autant, la question, effectivement, c'est ensuite comment on répartit la compétence. On imagine assez mal que l'État cesse de s'intéresser à la question des transports, des grands réseaux qui maillent le territoire, cesse de s'intéresser à la transition écologique lorsque Édouard Philippe promet à l'Assemblée nationale, de verdir la politique gouvernementale, et que sur la question du logement, qui est un sujet d'inégalité flagrante, il est évident que l'État continuera à s'impliquer. Donc, on voit bien que derrière un discours et ce revirement de 180 degrés, il y a un vrai sujet de mise en musique. Et le sujet qui est devant nous, c'est comment est-ce que concrètement le gouvernement va réussir à offrir aux élus locaux quelque chose qui les satisfasse, alors même qu'il y a une grande méfiance qui demeure avec, en tout cas, les élus des grandes métropoles, les maires ruraux. Apparemment, en revanche, du côté des villes moyennes, il semble qu'il y ait une attente à l'égard du gouvernement qui soit plutôt aujourd'hui assez positive. Donc, ce qui est important, c'est aussi de se rappeler que lorsqu'on parle collectivité locale, on évoque en fait des acteurs dont la puissance de feu, si je puis dire, en termes d'investissement, en termes de fonctionnement, en termes de nombre de fonctionnaires, est extrêmement différente. Entre les petites communes rurales, entre ce qui se passe à Guéret et ce qui se passe à Paris, on voit bien qu'il y a peu de choses comparables. Et aujourd'hui, le sujet, c'est à la fois de pouvoir satisfaire, ou au moins de satisfaire jusqu'aux élections municipales, où la majorité présidentielle espère
espère gagner de nombreuses villes et porter son nombre d'élus municipaux à 10 000 alors qu'ils en sont à 2 000, c'est pour pouvoir peut-être faire basculer le Sénat. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut satisfaire ces différentes clientèles qui au fond, ont des aspirations et des moyens extrêmement différents. Là-dessus, la question de la fiscalité est l'outil principal, en fait, sur lequel le gouvernement veut jouer. Et ce que je trouve paradoxal, c'est qu'on se rappelle qu'au moment du quinquennat de François Hollande, une grande réforme fiscale nous avait été promise. Notamment parce que François Hollande se pique d'être un fiscaliste. Est-ce parce qu'il vient de la Cour des comptes? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait cette promesse. Elle n'a guère été satisfaite. Et aujourd'hui, elle est lancée par le gouvernement et essentiellement par Édouard Philippe, en partant de la baisse d'impôts, c'est-à-dire ou en partant de la suppression d'impôts, puisque l'idée est quand même de supprimer la taxe d'habitation d'ici 2023 pour l'ensemble des Français, de ceux qui ont le moins de moyens à ceux qui ont le plus de moyens. Donc on le fait à partir de la suppression de l'impôt et on effectue une sorte de redistribution, un jeu de chaises musicales autour de la taxe foncière, de la taxe de la TVA qu'on promet au département, enfin de la part de TVA qu'on promet au département, et d'une manière qui est extrêmement complexe et qui donne le sentiment d'un jeu d'initié. Donc moi je voudrais quand même poser une vraie question, c'est est-ce que l'enjeu autour de l'impôt n'est pas aussi le consentement à l'impôt, la façon dont l'ensemble des Français paient l'impôt. Et je trouve que cette espèce de manière d'adosser en fait le retour en grâce des collectivités locales à cette question d'un jeu de chaises musicales autour des impôts peut poser la question de l'exclusion des citoyens, de la compréhension de ce qui se passe. Ça me semble être assez préoccupant. François Bujon de l'Étang. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent dans ce sujet pour l'instant, je trouve. Bon, d'une part, il y a le rapport dont vous avez parlé de la Cour des comptes sur les finances locales et apparemment un effort de la part de celle-ci pour remettre en ordre des finances qui avaient un grand besoin, effectivement, de remise en ordre. Alors, il y a des choses dont il faut se féliciter, notamment la reprise du niveau d'investissement, la remontée du taux d'épargne des communes. Enfin, ça, ce sont d'assez bons phénomènes qui montrent un effort de la part des collectivités locales de donner davantage de discipline à des finances qui, jusqu'à présent, étaient, il faut bien le dire, en grand désordre. Et ça, c'est quand même l'effet d'un certain nombre de décisions prises par le gouvernement d'Emmanuel Macron pendant les premières années. Ce sont des effets différés. C'est une première remarque. Mais les autres sujets sont des sujets plus politiques et moins techniquement financiers, si vous voulez. Le premier, c'est qu'effectivement, les collectivités locales remontent au premier plan. Ça, c'est très intéressant parce que les 2 premières années d'Emmanuel Macron avaient consisté, au fond, à passer par-dessus un certain nombre de corps intermédiaires, appelons-les comme vous voudrez, qu'il s'agisse des syndicats, qu'il s'agisse des associations, qu'il s'agisse des collectivités locales et des élus locaux. Et vous vous rappellerez, par exemple, que pendant les premiers mois de son mandat, Emmanuel Macron a dû compter avec une hostilité sourde mais résolue, à la fois de l'Association des maires de France, de l'Association des départements de France et de l'Association des régions, ce qui fait quand même beaucoup. Il ne manquait que les cantons là-dedans, mais je ne crois pas qu'ils aient d'association, en effet. Bon. Alors, tout ceci est en train d'être corrigé par le pouvoir. Pourquoi ? Pourquoi ? Je pense que c'est quand même avant tout un effet de la crise des Gilets jaunes. Effectivement, rappelez-vous que lorsque la crise des Gilets jaunes a éclaté à l'automne dernier, quand Emmanuel Macron a commencé sa contre-offensive, il l'a commencé devant les maires, dans cette campagne de l'heure au nom étrange de Grand-Bourterould. Je ne sais pas si je le prononce convenablement, il doit y avoir une prononciation locale. Mais c'est là qu'il a commencé son exercice qui s'est développé ensuite en grand débat national. Et par conséquent, le premier récif auquel, dans ce mi-naufrage, il s'est raccroché, c'est celui des maires. Et c'est quand même extrêmement intéressant. Le maire est évidemment l'échelon le plus décentralisé de la démocratie. Il est surtout l'échelon de proximité. Et le problème des Gilets jaunes étant très largement un problème de déficit de proximité, de déficit d'attention, c'était en effet une bonne réponse et qui a permis d'amorcer ce grand débat national dont on peut débattre des résultats, mais qui a quand même permis le début de sortie de crise, dans la mesure où on en est vraiment sorti. Voilà, ça c'est je crois, le premier élément. Mais il y a d'autres éléments qui se mêlent à cela pour le retour en faveur
le retour en grâce à la lumière des maires. Le second, c'est beaucoup plus cynique, c'est évidemment l'approche des élections municipales, qui sont les prochaines élections, qui vont occuper non seulement le printemps prochain, mais bien entendu tous les mois qui précèdent, et qui fait que la formation qui soutient le président de la République, c'est-à-dire la République en marche, qui n'est pas vraiment un parti politique, qui n'a pas d'échelon décentralisé local, porte un intérêt évident au maillage que peuvent constituer les municipalités et un intérêt très fort aux maires et à la campagne municipale. Alors on voit bien que si vous ajoutez à cette soif d'appui local de la République en marche, le Big Bang de la droite de gouvernement à laquelle on a assisté avec la déroute de Laurent Wauquiez aux élections européennes, vous avez un phénomène qui commence à se déclencher et qui est que d'une part, un certain nombre de naufragés du Parti républicain se tourne spontanément vers la République en marche et que celle-ci, par ailleurs, se tourne assez naturellement vers la pêche aux voix. Voilà donc qui remet également la lumière de façon très crue et très utilitariste, je dois dire, sur les maires et sur les municipalités. Et puis, il y a alors le sujet dont Lucile vient de parler, qui est quand même très, très important, qui est l'effort de remise à plat de la fiscalité locale. Et dans les choses qui ont été promises au gouvernement par Édouard Philippe, dans son discours de gouvernement, il y a un certain nombre de choses qui nous concernent. Il y a le projet de loi, effectivement, qui s'intitule « Engagement et proximité » sur le statut des élus, finalement, qui sera déposé devant le Parlement avant la fin du mois de juillet. C'est donc quelque chose qui est tout à fait proche. Il y aura une nouvelle loi de décentralisation qui nous est promise pour 2020 avec des transferts de responsabilités aux communes, mais il y a surtout l'engagement de remettre à plat la fiscalité locale et d'avoir une nouvelle donne de la fiscalité locale dans la loi de finances 2020, ce qui est très très proche. Il y a donc à la fois un phénomène d'intérêt démocratique nouveau pour les maires, un phénomène beaucoup plus utilitariste d'intérêt électoral pour les élections municipales et un effort de remise en ordre de la fiscalité locale qui se conjugue pour remettre au tout premier plan la question de la démocratie locale et les maires. Oui, vous avez parlé les uns et les autres de la question de la proximité. Il me semble qu'il manque, peut-être c'est pour bientôt, mais il manque dans toutes ces intentions des réponses concrètes pour ce qui est du transport, notamment des transports ferroviaires, qui a été au cœur de cette question de l'éloignement entre certaines régions de France et les autres, de leur mise à part. La question aussi du ferroutage, et le Premier ministre qui est légitimement soucieux de la sécurité routière, me semble-t-il, devrait avoir sur ce point une politique hardie et novatrice. La question des autoroutes qui est restée posée, qui a été un symbole important depuis le mois de novembre. Et j'ai soutenu ici que l'une des mesures que le président de la République aurait pu annoncer, c'était la renationalisation des autoroutes, parce que c'est la seule qui soit financée. Elle est financée par le péage. Et en plus, une fois que les autoroutes ont été renationalisées, on pouvait augmenter les péages au nom du bien public et que la situation, l'enrichissement de Vinci est sans doute à l'origine du fait que la privatisation des aéroports de Paris ne se fera pas, et aussi pour éviter qu'il y ait un référendum d'initiative populaire dont semble-t-il peu de gens veulent. Et puis aussi une politique des canaux. Enfin, sur ces politiques-là, c'est-à-dire celles qui ne cajolent pas les élus locaux, les élus des territoires, je trouve que le vide est important pour rester dans la litote. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais dire une chose, c'est que ce terme de proximité, on ne peut pas l'appliquer à toutes les collectivités locales. On sait très bien que, par exemple, on a misé sur les régions de longue date en France maintenant, qu'on vient de constituer de très grandes régions. On est passé à des régions qui sont 2 à 3 fois plus importantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Et ce qui est intéressant dans le rapport de la Cour des comptes, c'est que ce rapport montre que, par exemple, ce sont des régions, les régions sont les collectivités locales qui, justement, n'ont pas investi dans la période en question. Pourquoi ? Parce qu'on vient de vivre cette espèce de Big Bang en fait régional, avec l'idée de se rapprocher des États plus décentralisés et que c'était plus efficace d'avoir ces grandes collectivités locales. Mais évidemment, lorsqu'on change une structure administrative, il faut remettre la machine en fonctionnement. Et aujourd'hui, la question de l'investissement des collectivités locales est en fait assez différenciée selon la collectivité locale dont on parle. Je rappelle aussi une deuxième chose, c'est qu'on a quand même
dit qu'il fallait supprimer les départements. C'est un point qui est agité depuis des années, avec l'idée de parier sur les régions et non plus sur les départements. Et ça pose aussi une difficulté par rapport à cette notion de proximité qui est évoquée, surtout que les départements sont le principal acteur social. Aujourd'hui, ils sont en charge notamment donc des revenus de toutes les allocations de solidarité que Emmanuel Macron veut fondre en une seule allocation, alors qu'il a déclenché une sorte de tempête par rapport, par exemple, à l'allocation logement. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans cet acte 2, il y a une cohérence à trouver avec l'acte 1. Et que cette succession des actes ne résout pas la question, encore une fois, de la mise en œuvre concrète de ce que l'on énonce devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale ou devant les assemblées de maires, sachant qu'il y a plusieurs associations de maires, il y a les associations de maires ruraux, il y a les villes moyennes, et puis il y a les régions. Et François a eu raison de rappeler que tout le monde était contre Emmanuel Macron, mais qu'aujourd'hui, tout le monde est en fait plutôt positif et dans l'attente, parce que grosso modo, tous ces élus, ces maires, ont peur par rapport à la question de leur réélection, qui aujourd'hui est très incertaine. Nicolas Bavrez ? 3 brèves remarques. D'abord, c'est vrai que cette question est clé par rapport à la crise de la démocratie en France et à la poussée évidemment du populisme. La deuxième chose qui a été rappelée, c'est que dans la crise des Gilets jaunes, comme dans cette crise à la fois de l'État et du rapport avec les citoyens, la question de l'accès aux services publics est très très importante. Donc on l'a rappelé, le département dans les zones rurales du pays est clé, surtout à partir du moment où on a voulu créer des grandes régions. Il y a 2 services publics qui sont fondamentaux, la santé et l'éducation. Et de ce point de vue-là, il y a des déserts médicaux, il y a des déserts éducatifs, et c'est une situation à laquelle il faut absolument remédier. La troisième chose, c'est qu'on a parlé du rapport de la Cour des comptes sur les collectivités. Il y a eu aussi les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur l'évolution d'ensemble des finances publiques françaises. Et ce qui est intéressant et inquiétant à la fois, c'est que le système local est plutôt en train de se rééquilibrer, mais le système des finances publiques françaises, lui, n'est absolument pas rééquilibré, et on continue à avoir une poussée des dépenses et surtout de la dette qui nous isole par rapport aux autres pays européens. Et ce qui est quand même intéressant, parce que précisément dans ce côté autoritaire, centralisé, technocratique, contrairement à ce qui a été beaucoup dit, l'irresponsabilité n'est pas forcément le monopole des élus locaux, et on a des collectivités dont certaines sont très bien gérées. En revanche, il est clair que sur les finances publiques de l'État, on continue à avoir une question à la fois sur l'évolution des dépenses et surtout sur la nature des dépenses, puisque l'État régalien continue à être mis à la portion congrue et cannibalisé, que ce soit la sécurité intérieure, la défense, la diplomatie, la justice. Tout ceci est dans un état de déliquescence qui est devenu vraiment inquiétant, et c'est quand même tout à fait anormal dans un pays où on a 56% du PIB de dépenses publiques. Moi, je suis frappé par le fait qu'il y a une espèce de croyance dans la bonté des décisions qui ont été prises. Par exemple, dans le fait que l'intercommunalité, c'est mieux que la communalité. Mais c'est mieux peut-être financièrement, je ne sais pas si c'est démontré, mais supposons que ça le soit, mais il n'y a pas que l'aspect financier des choses. L'intercommunalité a été décidée dans une... C'est comme l'histoire des statistiques sur les déserts médicaux, où la direction de la recherche du ministère de la Santé vous explique que 98% des Français sont à moins de 10 minutes de médecin généraliste et à moins de 20 minutes d'un spécialiste. Tant mieux, c'est une moyenne, donc on ne sait pas très bien quels sont les écarts de cette moyenne. Personnellement, j'en ai fait l'expérience, étant plutôt à 40 minutes, là où je suis dans le Massif central, que à 20, mais en effet, j'étais à 40 minutes et 5 mois, parce que le rendez-vous dont j'avais besoin ne pouvait m'être donné, je l'ai demandé en juillet, ne pouvait m'être donné qu'en novembre. Et c'est un peu la même chose pour l'intercommunalité, quand on a fait les nouveaux cantons. Il y a des endroits où l'aller d'une frontière du canton à l'autre demande 2 heures de voiture, voire 2 heures et quart, ce qui rend sans doute le conseiller départemental nettement moins proche de la population, précisément dans ces endroits qui sont... Enfin, bref, je ne veux pas
Je vois bien comment la sociologie est devenue, et les sociologues sont devenus un nouveau clergé, et comment la sociologie est devenue enflée de la prétention de dire le beau, le bien, le juste et le bon. Mais il y a une sociologie de terrain, ça existe, qui va voir quel est l'effet des décisions qui sont prises. Et je suggère que les décideurs favorisent cette sociologie de terrain, que les directeurs de journaux favorisent le journalisme de terrain qui permet de voir ce qu'il en est derrière. Sur ce sujet nous n'avons pas d'autres interventions, je vous propose que nous nous intéressions à ce qui s'est passé en Turquie et plus précisément à Istanbul où M. Erdogan a connu un revers sévère. Le 23 juin, dimanche dernier, les habitants d'Istanbul se sont rendus aux urnes pour élire leur maire pour la seconde fois en moins de 3 mois. L'ancien Premier ministre Binali Yildirim, candidat de l'AKP, le parti du président Erdogan à la mairie de la plus grande ville turque, a échoué face à l'opposant Ekrem İmamoğlu, que peu de Stambouliotes connaissaient il y a encore 6 mois et qui a obtenu 54% des voix contre 46 pour son adversaire. Le 31 mars, Ekrem İmamoğlu avait déjà remporté cette élection municipale, mais d'une courte tête, avec 13 000 voix d'avance. Et sous la pression du président turc, sa victoire avait été invalidée au motif d'irrégularités supposées dans les bureaux de vote. Le vote kurde semble avoir joué un rôle important. Les Stambouliotes originaires de cette minorité traditionnellement divisée entre pro et anti-AKP constituent environ 20% des quelques 15 millions d'habitants de la mégalopole. Durant sa campagne, le candidat de l'opposition, M. İmamoğlu donc, a pris la défense de Selahattin Demirtas, l'ancien co-leader du parti pro-kurde HDP, embastillé depuis plus de 2 ans. Au pouvoir depuis 17 ans, M. Erdogan avait prévenu ses partisans en août 2017, je cite, « Si nous calons à Istanbul, nous trébucherons en Turquie ». Depuis 1994, la ville la plus riche du pays est en effet un bastion de l'AKP, donc Erdogan avait lui-même été maire de 1994 à 1998, et alors que depuis 2003, la force d'AKP était son bilan économique et social, le pays traverse depuis 10 mois sa première récession en 10 ans, souffre d'un chômage proche de 14% et d'un effondrement de la livre turque qui a porté l'inflation à plus de 20% par an. Un effondrement lié à la fois aux tensions d'Ankara avec ses partenaires occidentaux et au déficit important de la balance des paiements. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Bien, nous venons d'assister effectivement à un événement majeur, je crois. La défaite d'Erdogan dans cette élection municipale, rejouée donc après un premier temps, dans cette élection municipale d'Istanbul, est effectivement un coup de tonnerre dans l'univers politique déjà très troublé de la Turquie. Elle est un coup de tonnerre, à mon avis, pour 3 raisons. D'abord en elle-même. Vous avez raison de citer Philippe Erdogan lui-même, qui disait « si on cale à Istanbul, on cale devant la Turquie ». Il y a une autre citation de lui qui est revenue très souvent, c'est « gagner Istanbul, c'est gagner la Turquie ». Il l'a démontré, lui, dans sa carrière personnelle, mais ceci est en train à la fois d'expliquer pourquoi il a voulu rejouer la première élection qui était assez proche, mais pourquoi aujourd'hui il perd, et il perd très très gros. Istanbul, d'abord c'est une ville de 18 millions d'habitants, c'est pas une mince affaire, c'est politiquement le fief de l'AKP, qui est le parti du gouvernement, qui est le parti d'Erdogan. C'est la vitrine de l'AKP, qui a démontré, notamment par une politique de grands travaux, son savoir-faire. Et c'est le coffre-fort aussi de l'AKP, puisque c'est la source de revenus absolument considérable à travers une politique d'associations, de travaux publics, de concessions. Le trésor de guerre de l'AKP vient très largement de sa maîtrise de la ville d'Istanbul. Et puis, par-delà même cet aspect, je dirais, fonctionnel, c'est un peu la propriété personnelle d'Erdogan. Erdogan a fait sa carrière à Istanbul. Vous l'avez rappelé, Philippe, il en a été maire de 1994 à 1998, et il sait très bien que c'est le meilleur tremplin vers le pouvoir qui existe en Turquie. Erdogan n'était pas le premier maire d'Istanbul à devenir ensuite Premier ministre puis président de la Turquie. Donc d'abord en elle-même, cette victoire est un coup de tonnerre en soi, mais ensuite elle constitue le choc en retour de l'annulation
de la première élection. Et ça, c'est vraiment le boomerang qui est revenu très très fort dans la figure d'Erdogan. L'annulation en elle-même avait été un choc. Rappelez-vous, ça n'est pas si vieux, c'était il y a quelques semaines à peine, c'était sous la pression personnelle d'Erdogan qui voulait effacer, j'y reviendrai dans un instant, l'effet général des élections municipales en Turquie, et ça avait été un très grand choc. Et le résultat auquel on vient d'assister amplifie, mais alors de façon spectaculaire, le résultat de la première élection. Dans la première élection, M. Ekrem İmamoğlu l'avait emporté avec 13 000 voix d'avance. Cette fois-ci, il en a pratiquement 800 000, n'est-ce pas? C'est tout à fait autre chose. Il a 54% de l'électorat contre 45% pour Yildirim, le candidat de M. Erdogan. Il y a 1% pour des candidats mineurs. Et tout ça avec un taux de participation de 84%, ce qui montre bien qu'il y a eu une très très forte mobilisation anti-Erdogan et pro-démocratie. La victoire est beaucoup plus large et beaucoup plus nette qu'elle ne l'était au premier coup, si j'ose dire, et ceci malgré l'engagement personnel d'Erdogan, qui a vraiment tout fait pour faire basculer et qui a utilisé un certain nombre de choses, dont notamment, on pourra y revenir si vous le voulez, mais l'argument kurde qui n'a pas fonctionné, puisque les Kurdes, finalement, ont voté en faveur du candidat de l'opposition. Et puis la troisième raison pour laquelle c'est un coup de tonnerre, c'est que ça complète le paysage général alors de l'élection municipale, parce que celle-ci avait déjà amené la victoire de l'opposition à Ankara, qui est la capitale du pays, et qui est quand même une ville aujourd'hui de près de 2 millions d'habitants, à Antalya et dans d'autres municipalités en Turquie. Donc l'impression d'échec de l'AKP qui s'était déjà installée après les élections municipales se double du fiasco d'Istanbul, qui lui est très 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 spectaculaire et qui est un coup personnel très dur pour M. Erdogan. Ça montre à la fois l'usure du parti au pouvoir, le sérieux de la crise économique dont vous avez parlé. Ce qui a fait le succès de l'AKP pendant des années, c'était le succès économique. Il n'est plus au rendez-vous. Ajouté à l'usure du pouvoir, à la fatigue des Turcs devant les derniers épisodes que j'ai à peine besoin de vous rappeler, 55 000 arrestations, je ne sais plus combien, j'ai noté le chiffre quelque part, mais je ne sais plus, oui, des fonctionnaires, de fonctionnaires révoqués. 150 000. 150 000, voilà, c'est ça. Voilà, alors ça c'est un premier point. Le second point, c'est, il faut se poser la question, est-ce que c'est le début de la fin, si j'ose dire? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour autant le début d'une nouvelle ère dans l'histoire politique turque? Alors je m'arrête un instant ici sur la personnalité du vainqueur de cette élection, qui est donc M. Ekrem İmamoğlu, que personne ne connaissait en effet il y a 6 mois, vous l'avez dit, vous avez parfaitement raison, qui est le maire d'un quartier d'Istanbul, qui, vers la mer de Marmara, qui s'est beaucoup développé au cours de ces dernières années, qui a construit des espaces verts, qui a fait doubler la population de son arrondissement. Mais ce monsieur qui a 49 ans, qui est né à Trébizonde, qui n'était pas du tout connu, a fait preuve pendant toute la campagne d'une espèce d'assurance tranquille et d'un ton extrêmement rassembleur qui tranche énormément avec le ton très dur, parfois un peu hystérique de M. Erdogan. Il est apparu comme une figure charismatique avec un style totalement anti-Erdogan. Son slogan de campagne, je trouve, est formidable. Tout ira bien. Il n'a pas cessé, le visage souriant et la voix calme, de dire tout au long de la campagne « tout ira bien ». Et cette façon de dire « tout ira bien » rappelle un petit peu le futur Jean-Paul II, le cardinal Wojtyła, à l'époque du « n'ayez pas peur ». C'est quelque chose de très très fort finalement, que la douceur, lorsqu'elle est érigée en une espèce de vertu et d'appel à la constance et à l'équanimité. Voilà, alors est-ce que vraiment tout ira bien? C'est pas si sûr du tout que tout ira bien, parce que vous pouvez évidemment faire confiance à l'AKP et à M. Erdogan pour faire en sorte que tout n'aille pas bien. Je rappelle que M. İmamoğlu a gagné, mais que c'est quand même l'AKP qui détient une majorité au conseil municipal d'Istanbul, et ils ne vont pas tout laisser faire, ils vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues. À Ankara aussi, d'ailleurs, le maire élu ne dispose pas véritablement d'une majorité au conseil municipal. Donc tout n'est pas aussi simple. Erdogan a reçu un camouflet, mais il ne va pas pour autant se considérer comme battu. Ça, c'est un point. L'autre, c'est que la signification de cette élection, elle est quand même claire pour l'électorat turc. C'est ça qui est important, c'est que l'impact de cette élection. Et l'impact, c'est, d'ailleurs, il est résumé par une phrase qu'a prononcée M. İmamoğlu, plus qu'une municipale, a-t-il dit, il s'agit d'une lutte pour la démocratisation de la Turquie.
C'est bien comme ça que l'ont ressenti les électeurs d'Istanbul. Et c'est bien pour ça qu'ils se sont mobilisés comme ils l'ont fait. Alors voilà, l'élection a révélé une personnalité charismatique. C'est la première fois, depuis très très longtemps, qu'apparaît dans l'opposition une personnalité charismatique qui est peut-être capable de fédérer autour d'elle l'opposition à monsieur Erdogan qui s'essouffle. Lucile Schmitt. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire François, moi ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est comment on peut passer d'une avance de 13 000 voix à pratiquement 800 000. Et on voit bien, et ça c'est quand on regarde la géographie du vote, on voit bien que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre d'arrondissements qui en fait étaient pro-AKP, qui ont basculé pour un vote pro-Imamoglu. Pourquoi ? Et là-dessus, il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites auprès des électeurs AKP. C'est qu'ils ont ressenti l'annulation du scrutin, donc qui a été faite en mai par le Haut Conseil électoral, comme une injustice et quelque chose qui en fait qui était illégal. Puisqu'il faut se rappeler qu'il y avait eu 4 scrutins en même temps et qu'on a annulé uniquement celui qui aboutissait à l'élection d'Imamoglu. Donc il y a eu en fait un revirement électoral des électeurs islamo-conservateurs, on va dire, de l'AKP. Et ça, je trouve ça intéressant parce que la démocratie, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur des clientèles structurées, solidifiées. Les personnes peuvent changer d'avis. Et ce sentiment d'injustice par rapport à Imamoglu et le fait qu'il n'y avait aucune raison, enfin que quelque part, il y avait une manifestation du caractère corseté, maîtrisé, contrôlé par l'AKP de l'ensemble des institutions, c'est une révolte électorale. Je pense que c'est un point essentiel. La deuxième chose, c'est aussi peut-être parler effectivement de ce candidat serein que l'opposition turque cherchait de longue date, qui certes a un slogan « tout ira bien », mais qui en même temps est assez habile. C'est-à-dire que quand on dit tout ira bien, c'est une véritable habileté quand on sait qu'il était en fait resté maire 16 jours. Et au bout de 16 jours, son élection a été annulée. Mais en 16 jours, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait diffuser les séances du conseil municipal sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a eu un exercice de transparence concret, qui est évidemment l'inverse de ce que fait l'AKP, qui depuis des années faisait des appels d'offres où il n'y avait qu'un seul candidat qui, comme par hasard, était un entrepreneur proche, ou membre de l'AKP. Donc, il a pris l'exact inverse en 16 jours de ce qui se faisait. Il a promis le fait que les finances publiques seraient beaucoup mieux administrées, et notamment c'est un social-démocrate. Il a promis qu'il mettrait des allocations solidarité à un moment où, comme on vient de le dire, la crise économique est très forte en Turquie. Donc, un programme socialiste, un programme démocratique, et puis effectivement un programme écologique pour montrer aussi aux Turcs qu'ils sont un grand pays moderne. C'est-à-dire qu'il faut voir, effectivement, ça a été rappelé par François, c'est 16 millions d'habitants Istanbul, c'est une croissance exponentielle, et quand on regarde en fait l'arrondissement dont M. Imamoglu était maire, on voit qu'il a fait des coulées vertes au milieu des tours en béton. Donc c'est pas franchement écolo, parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de familles qui réclament le fait de pouvoir continuer à avoir 3 ou 4 voitures, mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre de nous sommes un grand pays moderne et démocratique, et nous méritons mieux quelque part qu'une démocrature. Je crois que c'est quelque chose qui relevait aussi de la fierté des Turcs par rapport à ça. Alors la deuxième chose, c'est quand même ce qui menace, enfin ce qu'on dit en tout cas, c'est une scission de l'AKP, c'est-à-dire que il y a un certain nombre d'éléments, enfin de membres forts en fait de l'AKP, dont un ancien Premier ministre, Ahmet Davutoglu, excusez-moi si je prononce mal les noms turcs, Abdullah Gül, qui est quand même un ancien président, et surtout Ali Babakan, qui est un ancien ministre, qui est vice-premier ministre, qui ont, depuis plusieurs semaines déjà, fait circuler sur les réseaux sociaux un manifeste en disant que ça suffisait et que quelque part, Erdogan, par sa politique de contrôle total, était en train de couper la Turquie de ses capacités de développement, et qui ont revendiqué aussi une plus grande démocratie. Donc aujourd'hui, l'enjeu démocratique commence à être posé, y compris au sein de l'AKP. Alors, est-ce qu'ils auront le courage d'aller défier Erdogan, qui, comme on vient de le dire, n'hésite pas à virer 150 000 fonctionnaires et qui a les capacités d'emprisonner, etc. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Et au fond, la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que Erdogan laissera Imamoglu être vraiment maire d'Istanbul ? Les articles ne sont pas très clairs. Il y a l'idée qu'il peut, au contraire, mener une paralysie, notamment sur les appels d'offres, parce qu'à partir d'un certain montant, il faut demander l'avis de l'État central, mais que ce ne serait pas dans l'intérêt d'Erdogan, parce que dans ce cas-là, tout le monde saurait que c'est lui qui organise la paralysie. Donc il y a en quelque sorte une incertitude politique, et il y a 2 scénarios possibles. Un scénario où en fait Imamoglu continue à monter en puissance. Il faut se rappeler aussi que pendant la 2e campagne qu'il a menée, il a sillonné le pays, il ne s'est pas contenté de rester à Istanbul, et il est devenu l'opposant à Erdogan, parce qu'Erdogan a fait de lui son opposant. Je crois que ça, c'est un point essentiel. Nicolas Bavrez.
Comme on l'a dit, c'est un événement majeur pour la Turquie et donc ça intéresse évidemment l'Europe parce que ce pays est clé pour nous à travers, pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons politiques, l'équilibre du Moyen-Orient et puis les questions de réfugiés. Comme on l'a dit, c'est le crédit d'Erdogan lui-même qui est entamé fortement avec cette double défaite. C'est également clé pour ce que représente Istanbul parce que les chiffres officiels, c'est entre 16 et 18 millions d'habitants. Dans la réalité, on pense que c'est autour de 22 et c'est le tiers du PIB de la Turquie et c'est effectivement le cœur du pouvoir AKP. Alors, la première chose, comment on peut expliquer cette défaite? Et je crois que là s'applique le fameux adage de Clinton face à Bush, « It's the economy stupid ». C'est-à-dire que Erdogan, à force d'avoir fait un modèle de développement par la dette, comme tout modèle de développement par la dette, à un moment donné, eh bien, ça éclate et c'est ce qui est en train de se passer. Donc le pays a basculé dans la récession à la fin de 2018. Le chômage est maintenant à 14% de la population active. La livre turque a perdu 40% contre le dollar. Et du coup, le pays se trouve étranglé puisqu'il y a une dette extérieure de 328 milliards de dollars. Donc, quand on doit rembourser sa dette extérieure avec une monnaie qui a perdu 40%, évidemment, la contrainte est extrêmement forte. Et face à cette dégradation, M. Erdogan a été dans le déni complet. Il a cherché à encadrer ou à intervenir auprès de la Banque centrale pour lui interdire d'augmenter les taux d'intérêt et de lutter contre l'inflation. Et tout ceci a eu des conséquences calamiteuses. La deuxième chose, c'est la corruption. Parce que le pouvoir de Erdogan est un pouvoir totalement corrompu. Il a mis en place toute une série d'oligarques qui quadrillent le pays et il a installé son gendre comme ministre des Finances pour superviser le tout. Et aujourd'hui, je pense que c'est la deuxième limite de ce système. Et enfin, il y a la question de la démocratie, qui est très importante. Donc Erdogan a mis en place une démocrature islamique avec 3 phases. Le refus de toute forme de printemps turc, ça a été les manifestations, la répression des manifestations de Gezi en 2013, avec aujourd'hui les procès qui s'ouvrent contre les leaders de ce mouvement. Ensuite, il y a eu la défaite lors des législatives de 2015 qu'il a réussi à transformer en refaisant une élection derrière. C'est sans doute ce qui l'avait inspiré cette fois-ci. Et surtout, il y a le coup d'État légal du 15 juillet 2016. Donc les militaires ont raté leur coup d'État, mais Erdogan, lui, l'a réussi. C'est-à-dire qu'on a eu la mise en place d'un État AKP, on l'a rappelé, avec des dizaines de milliers d'arrestations arbitraires, le limogeage de 150 000 fonctionnaires, surtout la reprise en main par l'AKP des écoles, des entreprises, des médias, des universités et de la justice. Donc, c'est un régime qui est maintenant présent tous les traits de la démocrature, l'homme fort, le culte de la personnalité, les oligarques qui contrôlent l'économie, l'État AKP, une politique extérieure qui fait que la Turquie s'est beaucoup rapprochée et de la Russie et de l'Iran et de la Chine et qu'aujourd'hui les relations avec l'OTAN sont épouvantables et qu'elles risquent d'ailleurs d'éclater totalement cet été avec l'achat des batteries antimissiles S-400 russes. Donc voilà le tableau, voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant, quelles sont les conséquences? Comme on l'a dit, la conséquence majeure, et là il faut rendre hommage au courage de M. Imamoglu et au courage des électeurs, c'est que de fait, aujourd'hui, il y a de nouveau une opposition en Turquie. Quand est-ce qu'il y a une opposition? Il faut un leader, une stratégie, une base électorale. Ça n'existait pas parce que l'opposition turque se battait, il y avait une foultitude de leaders, mais aujourd'hui, M. Imamoglu est de fait investi comme le patron de l'opposition. Il a une stratégie, il a une vraie base électorale parce qu'il a su fédérer justement les uns et les autres et y compris recueillir le vote des Kurdes. Il s'est aussi très habilement présenté puisqu'il est plutôt conservateur, donc il a récupéré une partie du vote de l'AKP. Et l'échéance principale, ça va être 2023, qui est une date clé, puisque c'est aussi le centenaire de la création de la Turquie nouvelle par Atatürk. Et donc, Erdogan, depuis le début, a mis en place une présidence qu'il pense être une présidence à vie, dont le grand moment doit être 2023. Donc, c'est vrai que l'affrontement va être extrêmement rude. La dernière remarque qui dépasse un peu la Turquie, c'est de dire que dans ce moment où on voit les populismes fleurir partout,
Et effectivement, la démocratie est clairement sur le recul. On a les démocratures, on a les démocraties libérales, on a des dictatures qui reprennent du poil de la bête partout. Il y a quand même quelques signes positifs qu'il faut rappeler. Et il y a des gens qui prennent beaucoup de risques pour la liberté. Ce sont des petits jalons, mais donc il faut quand même me rappeler à quel point ils sont positifs, ils entretiennent l'espoir et que les gens qui sont derrière sont courageux. C'est ce qui s'est passé en Turquie, ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong, qui est très important, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Algérie. Donc, c'est quand même une leçon aussi pour les Européens et pour nous tous, c'est qu'il reste aujourd'hui encore dans ce monde qui est un monde plus violent et beaucoup moins favorable à la liberté, on continue à avoir des gens qui sont prêts à prendre beaucoup de risques pour défendre la liberté. Oui, pour enchaîner sur cette remarque de Nicolas, c'est le moment du G20. Prenez la liste des pays du G20 et comptez, établissez la proportion de ceux qui ne sont pas des démocraties, qui ne sont plus des démocraties et qui l'étaient il y a encore quelques temps. Moi, j'ai compté 40% de ces pays du G20 qui ne sont pas des démocraties. François Bujon. Oui, bien sûr, ça, si vous mettez bout à bout la Chine, la Russie, il y a de quoi faire. L'Arabie Saoudite, en effet, on a le choix. Alors, moi, je trouve ça très intéressant. La dernière remarque de Nicolas est très, très, très juste. Les autres le sont aussi. D'ailleurs, je ne dis pas ça au détriment des autres. Mais la dernière, qu'il soit clair une fois pour toutes que toutes les remarques des autres sont sur la démocrature. Il y a quand même la première partie du mot, n'est-ce pas, des mots. C'est la démocratie. Et je trouve que les électeurs turcs ont montré leur attachement à la démocratie. Dans une démocrature, vous avez effectivement une espèce de despote plus ou moins éclairé qui organise son affaire avec un autoritarisme qui généralement va croissant. C'est tout à fait le cas de M. Erdogan. Je vous rappelle d'ailleurs la citation favorite d'Erdogan. C'est quand il a dit « La démocratie, c'est comme un autobus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut descendre lorsqu'on est arrivé au terminus. » C'est quand même une citation forte. Mais les électeurs, eux, sont attachés au vote. Et il reste le vote. Le vote, c'est quelque chose de tout à fait important. On l'a vu dans d'autres pays, d'ailleurs. On l'a vu en Russie, notamment lors de la réélection de M. Poutine. Les gens sont attachés à ce vote. Et quand on a le sentiment qu'on a triché avec la vraie démocratie, comme l'a fait Erdogan en annulant la première élection municipale d'Istanbul, le choc en retour est très très fort. Donc ça c'est quand même quelque chose de très important. La seconde, c'est qu'il y a effectivement les prémices d'une redistribution des cartes en Turquie et d'une redistribution politique que je trouve très intéressante. Des deux côtés, du côté de M. İmamoğlu qui vient de gagner Istanbul, il n'a pas gagné simplement en s'appuyant sur son parti, qui est l'ancien parti kémaliste, CHP. Il a réussi à attirer autour de lui une coalition un peu arc-en-ciel dans laquelle on retrouve notamment toutes les communautés ethniques non turques. C'est très intéressant, qui ont voté pour lui, qu'il s'agisse des Arméniens, qu'il s'agisse des Grecs, ils ont voté pour M. İmamoğlu. Il a réussi à reconstituer. Et par ailleurs, il a eu le vote des Kurdes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ça a été signalé plusieurs fois. C'est d'autant plus important que Erdogan avait fait un effort pour jouer la carte kurde. Il a même été sortir de la naphtaline le malheureux M. Öcalan, qui est toujours en prison depuis des temps immémoriaux, pour lui faire dire que, au fond, ce serait pas mal de voter pour l'AKP. Mais les Turcs ne sont pas si bêtes, ils n'ont pas du tout joué ce jeu, et au contraire, certains d'ailleurs des leaders kurdes ont fait preuve de beaucoup de courage en faisant l'appel inverse. C'est le cas de M. Demirtas, effectivement, le chef du parti HDP, qui a été arrêté, lui, il y a 2 ans. Les Kurdes ne se sont pas du tout laissés tenter par l'idée d'un Kurdistan qui a même été évoqué par Erdogan à un moment contre toute attente, puisque c'était un mot qui était absolument banni. Donc d'un côté, vous avez l'amorce d'une coalition sérieuse autour de M. İmamoğlu. Et de l'autre côté, Lucile en a dit un mot, vous avez les signes précurseurs de scission éventuelle au sein de l'AKP. Alors, les gens qui font des appels à la scission ou qui menacent de faire sécession sont en réalité des gens qui ont leur avenir derrière eux, pour l'essentiel. C'est ça qui est plus préoccupant. C'est le cas de M. Babakan, qui a été ministre de l'économie, qui a été ministre des Affaires étrangères. C'est le cas d'Ahmed Davutoglu, qui quand même a été le conseiller diplomatique du Premier ministre Erdogan avant de devenir son ministre des Affaires étrangères, puis son Premier ministre. C'est le cas d'Abdullah Gül, qui était l'ancien patron, si j'ose dire, d'Erdogan quand il était président de la République. Il n'y a pas, si vous voulez, le même renouveau du côté des
des sécessionnistes de l'AKP que vous voyez apparaître avec M. Imamoglu. Ce qui va peut-être se produire, par contre, dans les mois qui viennent, c'est qu'un certain nombre de têtes nouvelles vont émerger au sein de l'AKP et que la menace de scission va peut-être, en effet, se confirmer. C'est une des choses à surveiller d'ici 2023. Lucille Schmitt. Oui, une toute petite chose par rapport à ce que disait Nicolas sur les pays où il y a de l'espoir, que ce soit la Turquie ou l'Algérie, ce sont de grands pays musulmans. Et on s'est habitué depuis maintenant des années à considérer qu'au fond, l'islam n'était pas soluble dans la démocratie. Et je trouve que c'est assez intéressant d'observer ces sociétés où l'aspiration démocratique existe alors même qu'on se dit musulman. Alors en Turquie, on sait bien que la tradition laïque installée par Mustafa Kemal est profonde et Imamoglu dit bien qu'il est laïque. Mais ce sont des électeurs qui se revendiquent comme musulmans qui ont voté pour lui. Donc il y a quelque chose autour de cette place que peut prendre le sujet d'un islam démocratique sur lequel nous serions bien placés à réfléchir. La deuxième chose, c'est que on se rappelle aussi du long feuilleton de l'adhésion toujours reportée de la Turquie à l'Union européenne. Là-dessus, à la fois la Turquie et l'Union européenne ont joué vraiment d'une espèce de... Enfin, c'est une pièce qui n'a pas de fin. Ça montre de toute manière que le sujet n'est plus vraiment l'adhésion, mais la question de l'attitude de l'Union européenne par rapport à ce qui se passe en Turquie est posée. Nous avons à y réfléchir, nous, comme Européens, et avec cette élection du Parlement européen, cette nouvelle commission qui arrive, ça va être un sujet qui va être posé et qui sera important dans les relations internationales de l'Union européenne. Comme je me souviens l'avoir entendu dire dans une assemblée générale de mai 68, je vous rejoins tout à fait, mais je vous arrête tout de suite. Je crois que personne ne se souvient de la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et qu'elle a complètement disparu dans le paysage. Nicolas Bavrez. Je voulais revenir d'un mot sur la scission possible de l'AKP. C'est vrai que Ahmed Davutoglu et puis Abdullah Gül sont des gens de la génération d'Erdogan. Ali Babacan, c'est très différent. Il est plus jeune. Il est beaucoup plus jeune. Il a une vraie dimension internationale. Et je rappelle qu'il a été le ministre des Finances du moment où l'économie turque croissait de 7% par an. Donc lui a un vrai potentiel. Je ne passe pas la parole à Jean-Louis Bourlange, car Madame Hidalgo et la canicule ont eu raison de lui et il n'a pas réussi à nous rejoindre à temps. Et je vous annonce que nous sommes entrés dans notre dernière séquence, la séquence des brèves, pour laquelle je vais d'abord donner la parole à François Bujon de l'Étang. Et moi, je voulais signaler le livre d'Arnaud Tessier, sorti aux éditions Perrin, qui s'intitule « De Gaulle 1969 ». C'est un livre qui me touche beaucoup parce que j'ai vécu, pour ma part, l'année 1969 à l'Élysée, auprès du général de Gaulle. Et le livre est très intéressant parce qu'il essaye de rationaliser quelque chose qui a déconcerté tous les Français à l'époque, c'est-à-dire la décision du général de Gaulle après mai 1968, et alors qu'il s'efforçait de remettre le pouvoir sur les rails, de se tourner vers un référendum, ce qui était compréhensible dans son univers à lui. Il avait besoin, après la victoire législative, de rafraîchir sa légitimité personnelle avec un référendum, mais de faire ce référendum sur le thème de la régionalisation, au fond de la création des régions et de la suppression du Sénat. Ça, c'est une chose que les Français n'ont pas du tout compris à l'époque et sur laquelle le général s'est obstiné contre l'avis d'ailleurs d'un certain nombre des gens qui l'entouraient. Alors le livre d'Arnaud Tessier est très intéressant parce qu'il essaye de rationaliser l'idée du général de Gaulle. Et il élabore la thèse selon laquelle, au fond, le général, sentant que la fin de son règne, si j'ose dire, était proche, s'était forcé de consolider les institutions et considérait son œuvre de construction des institutions de la Ve République comme inachevée. Il voulait par conséquent, avec le thème, bien entendu, de la participation, mais surtout avec la transformation du Sénat en quelque chose d'autre, qui intégrerait la société civile, notamment à travers le Conseil économique et social, consolider les institutions de façon à léguer aux Français quelque chose qui marche. C'est une thèse intéressante, et elle est très bien construite et très bien argumentée par Arnaud Tessier, mais elle est un peu trop belle. Et pour ma part, j'en ai parlé d'ailleurs avec l'auteur, je trouve qu'il a tendance à minimiser l'aspect suicidaire de cette politique et à évacuer d'un revers de main trop vite la thèse du suicide politique qui, par contre, moi, m'a toujours paru dominante. Ceci nous entraînerait trop loin, mais je ne veux pas le discuter ici. Mais le livre est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'il va au-delà du référendum, qu'il parle également des quelques mois qui ont suivi le départ du général de Gaulle, de ses voyages en Irlande, de son
son voyage en Espagne. Et le livre est d'une lecture très intéressante. Nicolas Bavrez. Alors, nous ne nous sommes pas donné le mot, mais je voulais proposer le pendant de cette médaille, c'est-à-dire qu'à l'occasion du 50e anniversaire de l'élection de Georges Pompidou à l'élection présidentielle, un livre a été publié qui est très intéressant, qui s'appelle « Dans l'intimité du pouvoir de Georges Pompidou ». C'est au Nouveau Monde, et ça donne un tableau très intéressant de ce septennat inachevé, ou de ce quinquennat qui s'est terminé de manière prématurée par la mort du président Pompidou. Et derrière ça, je voulais recommander la lecture aussi du Nœud gordien, qui est le livre inachevé de Georges Pompidou. Mais contrairement à l'image qui en est souvent donnée, Georges Pompidou est vraiment un visionnaire, puisque il annonce le crépuscule du marxisme, il voit le retour de l'extrême droite, et puisqu'on parlait d'Erdogan, voilà comment il conclut, c'est quand même assez extraordinaire. Parlant de la crise de la civilisation occidentale, quelqu'un tranchera le nœud gordien. La question est de savoir si cela sera en imposant une discipline démocratique garante des libertés, ou si quelque homme fort et casqué tirera l'épée d'Alexandre. Nous sommes dans le monde des hommes forts et casqués. Lucille Schmitt. Mais non, nous ne sommes pas dans le monde des hommes forts et casqués, nous sommes dans le monde des femmes fortes émancipées. Et casquées des femmes émancipées. Alors, moi, je voulais recommander un essai d'un romancier... Quel est le féminin de dictateur, pardon? D'un romancier américain qui s'appelle Nathaniel Rich. L'essai s'appelle « Perdre la Terre ». Il a été publié aux éditions du Seuil en mai. Et il est d'abord issu d'un article de New York Times qui avait été publié en 2018. Ce qui est passionnant dans cet article, qui a été développé donc dans cet essai, c'est que c'est un récit, au fond, du moment où les États-Unis auraient pu être à la tête de la lutte contre le réchauffement climatique, et où, par le jeu de quelques acteurs, en fait, c'est l'inverse, c'est le scénario inverse qui se produit. Et puis, c'est le récit ensuite de l'espèce de perte de mémoire organisée de la société américaine. Donc, je voudrais quand même rappeler qu'elle a été dans les années 60 et 70 la société où les scientifiques disaient le plus que le réchauffement climatique allait arriver, la société quelque part qui avait les lanceurs d'alerte écologique les plus puissants. Voilà, donc c'est le récit d'une perte de mémoire, et c'est très romanesque, ce n'est pas du tout difficile à lire, c'est même assez palpitant. Pour ce qui me concerne, ayant eu récemment voyagé pas mal en train, je me suis replongé dans Maigret, c'est très commode. On emporte un des volumes de l'édition complète de Maigret, et je dois dire que quand même, c'est un phénomène tout à fait remarquable, mais on ne s'en lasse pas. Merci à vous. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site, n'oubliez pas de cliquer sur le lien « Soutenez-nous », n'oubliez pas de nous soutenir par un prélèvement mensuel. La prochaine émission est donc une émission thématique, la première de cette série de 9, et elle sera consacrée à l'Angleterre, avec Pauline Schnapper, mais pas à l'Angleterre du Brexit, à tout ce qu'il y a autour. La question c'est, est-ce que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande est toujours aussi uni qu'il l'a été jusqu'à présent? Cette émission a été préparée avec Charlotte Montier, Nicolas Tourneau assure la vitalité du site, Benoît Carré la retranscription de notre conversation, Thibaut Delage l'a enregistré pour l'arrière-boutique et Julien Neuville l'a produit pour Nouvelles Écoutes. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la première de notre série de 9 thématiques.